Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal d'actualité du district de Nyon. Il sera question durant cette édition du refus par le conseil communal de Nyon du projet de la maison de quartier dans les jardins du Couchant. On parlera aussi de travaux, beaucoup de travaux. D'abord, une nouvelle voie entre Founet et Coppet, on parle d'une voie ferroviaire, et également les travaux sur la route du lac à Versoix. Et enfin, on évoquera notamment l'avenir du château de Coppet. Un mot tout d'abord sur le second tour des élections cantonales vaudoises qui avait lieu, vous le savez, dimanche dernier. La sortante écologiste Béatrice Métro, qu'on voit à l'image, est arrivée en tête avec près de 50% des voix. Elle conserve ainsi son siège. Quant à sa colistière, la conseillère nationale socialiste Cécile Amarel, elle rejoint quant à elle le château. Elle a obtenu près de 44% des voix. On la voit ici à l'écran. La gauche qui conserve ainsi sa majorité au gouvernement. Un gouvernement qui restera également composé d'une majorité de femmes. Le pari de la droite de renverser la majorité n'est donc pas tenu. L'UDC Jacques Nicolet est battu malgré la présence à ses côtés de la vert libérale Isabelle Chevalet. Ils ont obtenu respectivement 39,7 et 38% des suffrages. À noter enfin que l'indépendant Toto Morand a atteint son objectif en remportant 9,7% des voix. Et la PDC Sylvie Villa ferme la marge du scrutin avec 6,4%. Stéphanie Schmutz, bonjour. Bonjour. Vous êtes la municipale en charge du logement et de la cohésion sociale à Nyon. On va évoquer avec vous dans quelques instants la question de la maison de quartier. Mais un mot d'abord sur cette élection. Vous êtes socialiste. J'imagine le sourire, on le voit, évidemment, la satisfaction. Le grand sourire, la satisfaction pour la gauche vaudoise de pouvoir continuer le travail qu'elle a entrepris ces dernières années. Comment vous analysez ce vote des Vaudois ? J'imagine l'envie de poursuivre ce travail et puis aussi pour moi un désaveu de la tactique mise en place par la droite pour le second tour. Je crois que ça n'a vraiment pas été compris. Stéphanie Schmutz, vous restez avec nous puisqu'on parle à présent de la majorité de droite du conseil communal de Nyon qui refuse, je vous le disais dans les titres, qui refuse le projet de maison de quartier dans les jardins du Couchant à Nyon. Les réactions au terme du vote, c'était lundi soir au micro de Florian Cavalieri. Comme vous avez pu le constater au Conseil, il y avait des divergences dès le départ sur l'utilité de cette maison de quartier. Et ma foi, ça a donné deux rapports. Personnellement, je soutenais très fortement l'idée d'une maison de quartier. Nous sommes allés visiter, par exemple, la maison de quartier de Chailly, près de Lausanne. Et on a été, personnellement, j'ai été absolument époustouflé de voir qu'il y avait à peu près 1000 passages par semaine. Et quand on a ce projet d'avoir une ville de 27 000 habitants, il faudrait peut-être commencer à penser à être une ville. Voilà. Vous faisiez aussi partie de la commission chargée d'étudier cette maison de quartier et vous avez signé le rapport de majorité qui demandait un refus de cet objet. Il s'est trouvé qu'il y a eu 4 conseillers du centre droit qui ont prôné le refus de ce préavis. Différentes raisons, on n'était pas tellement convaincus, on était surtout un peu surpris par la taille proposée, c'était quand même quelque chose de grand. Ensuite, le côté financier nous inquiétait quand même par rapport à un budget d'exploitation très important. Et par contre, on est même très pour toute une série de locaux de quartier dans différents quartiers de Nyon. Donc il y en aura un à la Redoute, il y en aura un qui va s'ouvrir à la route du Stand quand l'immeuble de la Coda se construira. Et on espère bien voir arriver quand la Gravette se fera aussi, ou Pertan-Esterier. Il y a eu un débat très clivant entre la gauche et la droite sur cet objet, sur ce projet de maison de quartier. Alors, débat ce soir, je n'ai pas l'impression de l'avoir vécu. On a fait des interpellations très fortes, on se positionne très clairement par rapport à nos convictions. Et j'ai quand même la sensation que la droite en face n'a pas eu d'argument finalement à ce qu'on proposait. La droite arguait que c'était un centre socio-culturel et non pas une maison de quartier, une maison de loisirs. Alors je crois que là on joue complètement sur les mots parce que c'est un peu comme astronaute, cosmonaute ou divers termes pour désigner une même fonction. La cohésion sociale, le bien vivre ensemble, le mieux vivre ensemble a un coût. Je ne crois pas que c'est un projet démesuré, ni au niveau financier, ni au niveau de la superficie. Il existe des locaux de quartier actuellement dans Nyon. Ils sont petits, bien souvent mal situés, et je pense qu'une telle superficie, une telle maison de quartier avait vraiment sa place
dans la cité. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on a simplement mis en avant, c'est un projet qui, à nos yeux, est démesuré. La droite n'est pas d'accord avec un tel projet, mais ne s'oppose pas à réaliser un projet. Donc aujourd'hui, on l'a entendu par monsieur le syndic, il y a un plan B qui était quand même dans les tiroirs. On a hâte de le voir venir, puisqu'effectivement, ils ont bien compris, la municipalité, qu'un projet avec un tel investissement, avec le fait qu'on veut occulter que le projet Compagnon, c'était aussi des initiatives des citoyens et citoyennes de Nyon de vouloir être un peu les maîtres à bord. Ben voilà, on démontre aujourd'hui que cette démarche, elle n'était peut-être pas adaptée. Et justement, la droite revient avec un communiqué qui s'intitule « Pour des maisons de quartier à taille humaine, proches des Nyonnais et des Nyonnaises ». Absolument, et le titre représente exactement ce que l'ensemble de cette cohésion qui est le centre droit veut faire passer comme message. Réalisons des projets, réalisons ces projets dans les quartiers, donnons aussi l'accès aux citoyens de épanouir et de mettre en avant les initiatives. Mais aujourd'hui, très sincèrement, voilà, on attend quelque chose de concret, et nous dire qu'on n'a pas de locaux, non, j'ai définitivement beaucoup de peine à l'admettre. Et puis par les faits, on peut aussi voir qu'on a des locaux. Et on retrouve la municipale nyonnaise en charge du logement et de la cohésion sociale, Stéphanie Schmutz. Un vote lundi soir qui vous reste en travers de la gorge. Oui, effectivement. Moi, je suis abasourdie par l'énergie avec laquelle le conseil communal à majorité de droite s'acharne contre un projet qui a été déposé par une municipalité de droite. Du reste, qui avait inscrit ce projet dans son programme de législature. Alors, on l'avait déposé un petit peu avant que le programme soit mis au conseil communal, puisqu'il y avait des délais avec les promoteurs. Mais vraiment, cet acharnement, voilà, moi j'ai de la peine à comprendre quelle politique la droite veut mener ces prochaines années. Je suis vraiment inquiète pour nos prochains projets du programme de législature. De l'incompréhension dans vos propos, c'est ce qu'on comprend en tout cas, et des mots très durs. Le communiqué qui a été envoyé par la gauche parle d'une attaque contre le vivre ensemble. Est-ce qu'on peut parler, selon votre point de vue, d'une trahison de la droite ? D'une trahison, le terme est fort, mais en tout cas, moi je pense d'un méfonctionnement entre ces différents organes, qui est le conseil communal et la municipalité. Pour moi, on doit travailler par des projets, on se met d'accord ensemble sur un certain nombre de projets, et ensuite on se doit de défendre ces projets. Pour vous, la droite a retourné sa veste ? Moi, je ne discute pas avec les conseillers communaux, je discute avec mes collègues municipaux qui ont accepté que ce projet soit déposé au conseil communal, collègues municipaux qui ont accepté que le projet de maison de quartier soit mis au programme de législature. Et qu'est-ce que vous répondez on l'a entendu dans les propos, notamment, et en particulier de la droite, qui disait que l'enveloppe, notamment budgétaire, était trop importante. Est-ce que vous n'avez pas eu les yeux plus gros que le ventre ? Nous sommes une ville qui dépassons les 20 000 habitants. Nous n'avons pas de programme de tel type. Je crois qu'il est temps de se rendre compte on se doit d'accompagner socialement l'accroissement de la population de la ville de Nyon par des locaux qui font que différentes associations se rejoignent, différents types de personnes fréquentent ce lieu, ce qui fait qu'on améliore le mieux vivre ensemble, comme disait ma collègue Chloé Bess. Et je crois que c'est important, et je crois que le coût, oui, il y a un coût, c'est certain, mais je crois que le coût du non-accompagnement de l'accroissement de la ville de Nyon sera aussi là. Il existera aussi, et on se rendra compte si aucun autre projet ne voit le jour. Stéphanie Schmutz, si je vous suis correctement, est-ce que ça veut dire que sur ce dossier-là, comme peut-être dans d'autres, vous n'êtes pas prête au compromis ? Si, justement, je pense que si la maison de quartier est arrivée au conseil, je pense que si le projet est arrivé au conseil communal, c'est que nous avons fait des compromis. Nous avons discuté, nous avons joué notre rôle de municipalité dans laquelle nous faisons des compromis pour mettre en place un programme de législature. Et quel est ce plan B qui est évoqué, qui aurait été évoqué par le syndic ? Alors, ce plan B, c'est qu'on va étudier, puisqu'un des reproches qui a été fait au projet, c'est d'être locataire des locaux. On va étudier les locaux que nous possédons, qui vont être
mis à disposition ces prochains temps, puisque la construction d'écoles va faire en sorte que d'autres locaux se vident. Donc on va étudier ça. Est-ce que ça sera possible ou pas? On ne le sait pas encore, mais en tout cas, on ne va pas renoncer à un tel projet. Alors est-ce que ça sera dans les 2-3 prochaines années ou plus tard? Il faudra voir. Et comme le dit la formule consacrée, affaire à suivre naturellement sur ce dossier. Un mot aussi avec vous, Stéphanie Schmutz, sur ces mesures de prévention qui sont réintroduites concernant les fêtes de fin d'année scolaire. On sait qu'il y a parfois des débordements. On fête évidemment la fin des examens et la fin de l'année. Des mesures de prévention de la municipalité en commun avec la police. Exactement, nous avons un groupe qui se réunit très régulièrement tout au long de l'année, qui s'appelle Prévention et Sécurité, qui regroupe différents services de la ville d'Oignon et la police. Là, le but, c'est vraiment d'accompagner. On sait qu'un grand nombre de jeunes vont se réunir en cas de beau temps, il faut le dire, à la plage d'Oignon. C'est assez impressionnant, je vous invite à venir voir, c'est vraiment beaucoup de monde. Alors, on sait qu'on ne peut pas interdire ce genre de manifestation, on n'y tient pas du reste, mais on essaye de l'accompagner pour que ça se passe au mieux. Tant en ce qui concerne la prévention, on a des jeunes qui viennent apporter des bouteilles d'eau, mais pour ça qui amènent des messages de prévention, mais aussi la police qui a une présence bienveillante. On fait aussi une prévention contre le littering. Le déchet, exactement. Le problème des bouteilles vides, cassées, avec etc. Des installations de poubelles et des WC supplémentaires à la plage des Trois Jetés, à la proximité des villas Thomas et Niedermeyer. Et puis un mot pour terminer sur les événements sportifs. Il y en a beaucoup qui arrivent ces prochains jours. Nyon est un peu au centre de plein d'événements sportifs, notamment le Tour du Pays de Vaud. Oui, alors on a une actualité riche, beaucoup de clubs qui fonctionnent extrêmement bien. Le basket qui vient de jouer son 5e match pour la finale, qui a malheureusement perdu. Le rugby qui joue dimanche demi-finale. Mais le Tour du Pays de Vaud qui va rassembler un certain nombre de coureurs de la région, même de l'entier du canton de Vaud, qui vont venir courir pour le plaisir de courir ensemble. Stéphanie Schmutz, merci beaucoup pour votre présence. À bientôt. Merci à vous. Je vous le disais en titre, les CFF ont entamé la construction d'une nouvelle voie ferroviaire entre Founet et Coppet pour maintenir les capacités du transport de marchandises, mais aussi pour augmenter celles du trafic voyageurs. L'occasion de faire également le point sur les nouveaux horaires CFF avec Andrea Braslopo. Le nouvel horaire 2018 des CFF annonce des liaisons supplémentaires pour les pendulaires romans et d'importants travaux. Nyon profitera de quelques ajustements. Une nouvelle liaison entre Nyon, Morges et la Suisse alémanique, puisque les trains qui font Genève-Lucerne s'arrêteront maintenant, dorénavant, à Nyon et à Morges. Donc des liaisons de nouveau vers la Suisse alémanique. Entre Nyon et Genève, parce que c'est là qu'on a aussi la plupart des voyageurs, pas de grands changements, c'est toujours le même nombre de trains qu'on aura entre Nyon et Genève. En revanche, ces trains nouveaux, justement, qui s'arrêtent à Nyon et Morges, sont assurés par du matériel à 2 niveaux. Donc ça veut dire davantage de places assises aussi au départ de Nyon pour Genève, par exemple. Entre Mie et Chambézy, ceux qui prennent le train régulièrement sur ce tronçon-là voient qu'on a des travaux. On a des travaux à Mie et à Chambézy. On fait 2 îlots de croisement. Ça veut dire qu'on a 3 voies à cet endroit-là, 2 pour le trafic grande ligne, une pour le trafic RER. Et puis il faut qu'en créant ces 2 îlots supplémentaires où les trains RER pourront croiser, ça va permettre de passer une cadence au quart d'heure dans le RER genevois. Et en fait, depuis juin 2018, aux heures de pointe, on aura une cadence au quart d'heure entre Coppet, Genève et Nancy-Pont-Rouge. Pendant l'année horaire 2018, les travaux de construction et d'entretien se feront davantage dans le cadre d'intervalles plus longs et d'interdictions totales. On aura des gros travaux entre Lausanne et Puy-Douchèvre, c'est un petit peu plus loin que Nyon, mais là on avait 2 options. Une option c'était de faire des travaux qui allaient durer pendant 8 mois, la nuit, avec tous les matins le risque que les travaux ne se finissent pas au bon moment, donc on a des problèmes pour les pendulaires, ou alors de prendre une option de faire ces travaux sur 7 semaines. Pendant les vacances scolaires, on ferme complètement la ligne, on fait un service de bus, de train de substitution par d'autres moyens, si on vient de Zurich, on prend le train puis on passe par le Pays du Jura, etc. Pour trouver quelque chose qui est plus rationnel, qui cause moins d'ennuis aux riverains et puis qui en fait arrive en fin de compte, même si pendant cette semaine ce sera un petit peu plus long les temps de trajet, permet aussi aux clients d'avoir le moins d'incidence possible pour eux. L'ensemble des changements et possibilités de remplacement seront intégrés aux nouveaux horaires, des désagréments qui réduiront néanmoins les coûts de 46
à 27 millions de francs. Entre Founé et Coppet, sur la ligne Lausanne-Genève, une nouvelle voie de dépassement pour le transport de marchandises est en construction. Pourquoi ? Parce qu'entre Lausanne et Genève, on a besoin de place pour faire passer des trains supplémentaires, notamment des trains voyageurs. On a aussi des trains marchandises. C'est vrai qu'un train marchandises, c'est des dizaines de camions que vous n'avez pas sur l'autoroute à côté. Ça, c'est quelque chose aussi d'important. L'idée, c'est ce train marchandises, à un moment, entre Coppet et Founé, on le met sur une voie de dépassement et il se fait dépasser par un autre train voyageur. Ça permet, de rajouter des trains voyageurs sur la ligne, donc d'augmenter la capacité de la ligne. Le chantier se terminera en 2019. Quant aux nouveaux horaires, ils seront en ligne à partir du lundi 29 mai. Toute demande ou remarque concernant les projets d'horaire peut être transmise jusqu'au dimanche 18 juin aux services cantonaux chargés des transports publics au travers d'un formulaire disponible en ligne. Et des travaux encore qui concernent les automobilistes, cette fois-ci, ceux travaillant à Genève qui doivent s'armer de patience sur la route du lac à Versoix. Les travaux y ont débuté pour une durée, tenez-vous bien, de 3 ans. Rodolphe Henner. Donc il va s'agir d'importants travaux, des travaux de requalification de cette route suisse. Il va s'agir surtout de la sécuriser. Comme vous voyez, c'est un axe qui est très fréquenté. Et donc l'important, c'est de sécuriser cet axe, surtout pour les piétons et les cyclistes, avec la création d'une bande cyclable, ainsi que de trottoirs élargis. Comme vous le voyez, c'est une route aussi qui est très bruyante, donc il s'agira également de poser du phono-absorbant, ce qui améliorera bien sûr la qualité de vie pour tous les Versoisiens. Une première étape qui durera 6 mois, avec d'importants travaux donc de la frontière vaudoise jusqu'au quartier de Montfleury, où là la circulation sera assurée dans les deux sens. Ensuite, 3 phases de travaux, 3 phases importantes, où la circulation sera prévue uniquement en sens unique. Et pour chaque secteur, donc, il y aura des déviations qui seront prévues. Pour traverser la ville de Versoix, on pourra le faire de Genève direction Nyon et pas l'inverse. Effectivement, ça sera un sens donc de Genève direction Canton de Vaud qui sera assuré donc, pour l'ensemble des travaux. Et puis, alors les automobilistes qui veulent se rendre à Genève, qui vont d'habitude par la route du lac, par où ils vont passer ? Alors un important système d'annonce et de communication est prévu à partir déjà de Nyon, où des panneaux de signalisation donc, permettent des déviations déjà sur l'autoroute et progressivement donc, des déviations sur les routes cantonales, donc sur le haut de Versoix. Est-ce qu'il faut quand même dire aux automobilistes de s'armer de courage ou de prendre le train à partir de maintenant ? Alors effectivement, donc, on préconise l'usage des transports publics parce qu'il va s'agir d'une période difficile, encombrée. Nous aurons bientôt également le train au quart d'heure en 2018, ce qui facilitera également la vie donc, des usagers qui se rendent sur le canton de Genève. Les héritiers du propriétaire du château de Coppet dénoncent les travaux souhaités par l'ancien châtelain. Ils entendent créer un musée international. Les explications de Rodolphe Henner. Et si l'avenir du château de Coppet et du village tout entier passait par la création d'un musée d'art ? C'est bien le souhait des héritiers du comte d'Aussonville qui ont évoqué leur vision en public jeudi à Coppet. C'est la proposition, l'orientation que nous préconisons depuis déjà quasiment une dizaine d'années. Nous avions exprimé notre position dès 2008 par lettre en disant qu'il faut faire quelque chose de spécifique et de culturel ici, qui soit beau, avec une réflexion d'architecture qui permette d'avoir quelque chose d'harmonieux, de beau, de social et qui renforce aussi l'attractivité de Coppet, c'est-à-dire la desserte touristique, le plaisir de vivre ici et puis la fierté partagée pour le canton, pour la commune et puis aussi pour la Suisse dans son ensemble. Un musée en lieu et place d'un grand complexe de logement que les autorités ont présenté en 2007 et qui fut immédiatement combattu par l'association Vision Coppet. La famille d'Aussonville, qui est très unie et qui est très concernée par la préservation de ce domaine, elle souhaite, cette famille, que ce château continue à rayonner et elle se dit que plutôt que de simplement construire des barres d'immeubles, il serait préférable, sans renoncer à une densification, sans renoncer à certaines constructions, il serait préférable de renforcer l'attractivité de ce château par une activité muséale, par une offre culturelle supplémentaire et nous soutenons pleinement cela. Mais pour ouvrir un tel musée, encore faut-il trouver un mécène. Régulièrement, le nom de Jean-Claude Gandur, homme d'affaires de la région, est évoqué. Mais à entendre les intéressés, ce ne sont pas les collectionneurs qui manquent.
En Suisse, il y a beaucoup de magnifiques collections, il y a beaucoup d'investisseurs et en fait, au bord du lac, on manque plutôt d'espace. Et on sait bien qu'aujourd'hui, il y a des collectionneurs qui ne trouvent pas de beaux endroits. La parcelle dont on parle aujourd'hui, près du château, elle a vue sur le Mont Blanc. Elle est à côté du château. Il y a cet ensemble avec le bourg qui est absolument exceptionnel, l'ensemble bourg-château. C'est quelque chose qui est beau à une échelle mondiale. Et donc il faut réfléchir dans ces termes aujourd'hui. Un autre souci existe, les relations houleuses entre la fondation Ottonin d'Aussonville, constituée par le châtelain avant sa mort en 2014, et les héritiers. La fondation, en tout cas, ne travaille pas dans l'esprit que voulait mon père, dans l'esprit de la famille, pour Coppet, pour le château, pour les collections et pour tout ce qu'on pourrait faire tous ensemble. Un musée international à Coppet, il faudrait également pour cela trouver un terrain d'entente avec le monde politique et convaincre la population. L'opération séduction a déjà débuté. Si on va vers un développement urbain pur, on massacre le site, ça il faut en être conscient, et on ne pourra plus revenir en arrière. Si on va vers un projet beaucoup plus beau, plus intégré dans le paysage, eh bien peut-être qu'on donne une nouvelle chance, pas simplement à Coppet, mais à tout le territoire avoisinant. Nous souhaitons contribuer à une réflexion de la population, parce que c'est en fin de compte elle qui est concernée et qui aura un dernier recours à décider, contribuer à une réflexion sur ce qu'est cet héritage, sur ce qu'est ce patrimoine et sur les moyens de le préserver. Nous n'avons pas de recette toute faite, mais au moins il faut conduire une telle réflexion. 6 nouvelles communes ont rejoint l'association Communion pour soutenir Nyon Région Télévision. Cela porte à 19 le nombre de collectivités publiques qui soutient votre chaîne. Avec nous, Christine Giraud. Bonjour. Vous êtes municipale à Glon, déléguée justement de la municipalité au sein du comité de Communion, avec, et c'est une première, un exercice complet en 2016. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Alors, exercice de l'année 2016 encourageant. Effectivement, nouvelles communes qui ont rejoint l'association Communion nous permettent d'augmenter un petit peu les recettes. Malgré tout, il est important de souligner que nous ne sommes en tout cas pas sortis de l'auberge, si je peux m'exprimer comme ça. Il faut absolument continuer les recherches, continuer à parler aux gens et à continuer à essayer de convaincre d'autres communes de rejoindre Communion. Mais un exercice encourageant avec aussi des résultats sur le terrain qui se font bien sentir par rapport à la qualité de ce qui est fourni par la chaîne. À savoir le retour des interlocuteurs du public. Exactement, des retours positifs et probablement aussi que les communes commencent à voir aussi les effets et à apprécier aussi ce qui se passe sur la chaîne, avoir des retours par rapport à leurs événements. Ça, c'était pas évident au début de convaincre beaucoup de communes qui ne voyaient pas l'intérêt. Aujourd'hui, vous nous dites qu'il y a une prise de conscience, une appréciation différente. Il y a une appréciation différente. Je pense qu'il y a un grand effort qui a été fait par le comité de communion pour communiquer précisément aux communes à travers des assemblées des syndics, par exemple, ou à d'autres occasions, pour expliquer ce que fait la chaîne, l'importance d'avoir un média de ce type dans la région, les bienfaits aussi pour faire passer les messages, si ce n'est à nos citoyens, les habitants des communes, et puis les émissions qui sont proposées proposent aussi une large palette de sujets qui intéressent tout un chacun. Alors le communiqué qui a été envoyé précise que la pérennité de la chaîne n'est pas encore assurée. Aujourd'hui, dans le budget 2017, il manque 60 000 francs. Exactement, il y a 60 000 francs qui nous manquent au budget. Et c'est vrai que malgré tout, maintenant c'est 20 communes. Je tiens à préciser, on a une qui est arrivée encore ce matin. Avec c'est la commune de Saint-Sergue qui nous a rejoints. Donc merci beaucoup à toutes ces communes. Alors c'est vrai qu'il y a une certaine fragilité par rapport à ces dons, enfin ces versements qui sont faits par les communes, puisque c'est d'année en année finalement. Donc c'est vrai que c'est compliqué de voir, on va dire, à 5 voire 10 ans, parce que c'est jamais forcément gravé dans le marbre. Donc dans ce sens-là, il y a un énorme effort qu'il faudra maintenir encore sur plusieurs années pour vraiment fidéliser les communes, les convaincre aussi les conseils communaux, parce que ce n'est pas toujours les municipalités qui ont seuls le pouvoir de décider. Il y a vraiment un travail de longue haleine à faire auprès des autorités communales dans leur ensemble.
Alors, vous me parliez de la prise de conscience. Je pense qu'effectivement, le fait que la chaîne démontre la qualité sur le terrain, démontre des bonnes émissions et on voit qu'il y a énormément de travail qui a été réalisé avec finalement un budget relativement faible, montre aussi qu'il y a une volonté. Et je pense que les communes sont sensibles aussi à cette qualité et à ce qui est démontré. Christine Giraud, quid de l'aide en général des collectivités publiques aux médias? Il y a évidemment le débat qui était assez fort dernièrement avec la disparition de l'hebdo. En quoi soutenir publiquement une chaîne de télévision est différent d'un journal papier? Alors, posé comme ça, je ne peux pas vous répondre par une réponse blanche ou noire. Ce que j'ai envie de dire, c'est que si on regarde en Suisse le paysage médiatique, aucun média quel qu'il soit n'est viable sans un apport des pouvoirs publics. Aucun média télévisé, vous voulez dire? Même les journaux, puisque finalement, les journaux sont aussi soutenus soit par l'Ofcom, soit par Bilag, etc. Donc je crois qu'il y a une réalité qui fait que les pouvoirs publics doivent prendre en charge une télévision de ce type-là. Ensuite, aujourd'hui, l'Ofcom soutient une concession pour 4 chaînes de télévision en Suisse romande, mais NRTV ne fait pas partie de ces 4. Donc c'est forcément à la région et aux communes qui sont ici de prendre en charge, en tout cas une partie du financement. Alors, quand je dis sont obligés de faire, il faut bien aussi nuancer le propos. Je crois qu'il y a aussi tout à gagner pour une collectivité publique de soutenir un média tel que NRTV, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même un bon vecteur de faire passer des messages, que ce soit en termes de référendum, de communication sur des projets importants dans les communes. Et on voit aussi avec les émissions que vous avez faites par rapport aux élections communales ou bien aux projets différents, voilà, les référendums, différents projets, c'est quand même un bon moyen de toucher la population dans son ensemble. Christine Giraud, membre donc, du comité de communion, je le disais aussi municipal à Glon. Un mot avant que vous nous quittiez sur cet impressionnant incendie la semaine dernière, sans gravité, heureusement, à Cité Ouest. Les relogements sont en cours actuellement? Alors effectivement, la commune de Glon a reçu 3 demandes de relogement qui ne sont pas intervenus tout de suite au lendemain du sinistre, mais quelques jours plus tard. Et là, ce sont les services de l'administration qui sont à la recherche de solutions pour reloger les gens, parce qu'évidemment, ensuite, il y a des questions de est-ce que ça convient pour la personne en question. Enfin, il y a plein de choses administratives à régler, et ça ne se fait pas d'une manière aussi facile qu'on pourrait se l'imaginer. Mais là, c'est en cours, et heureusement, c'est vrai, comme vous le soulignez, aucune victime dans cet impressionnant incendie. Christine Giraud, merci. Merci beaucoup. Et enfin, le conseil intercommunal qui était en visite la semaine dernière à la ferme du Bois de Chêne. Objectif, leur présenter le projet de rénovation de la fondation, et Florian Cavalieri était présent. L'idée, c'était de présenter tout ce projet assez compliqué, surtout vu de l'extérieur, le présenter au niveau de la région, donc avec, si possible, la participation de représentants des municipalités, des législatifs, et de montrer, de présenter toute l'information par rapport au volet nature, mais également le bâti, et surtout de montrer et de démontrer que c'est un concept qui est vraiment, c'est un tout. D'abord, c'est une restauration d'un magnifique bâtiment historique classé en note 2, qui a ses origines à partir de vraisemblablement de la moitié du XVIIe siècle et qui est dans un état de conservation absolument extraordinaire, dans le sens qu'il a subi très peu d'interventions. Le projet final, c'est d'une part valoriser le bâtiment, insérer là où ils étaient déjà à l'origine 2 logements pour les futurs intendants ou responsables en fait de la réserve, et puis des espaces destinés semi-publics, destinés aux personnes qui viennent visiter la réserve. Actuellement, nous sommes dans la situation où on a quasiment les plans d'exécution sont faits, les devis d'entreprise sont rentrés pour la plupart, et donc on est prêt à ouvrir un chantier à partir de mi-juin ou à la rentrée de fin août. Le canton a beaucoup d'intérêt avec cette ferme parce qu'elle est une des premières et son territoire à être au bénéfice d'un arrêté de classement qui protège et le bâtiment et les milieux naturels qui l'entourent.
contour. Donc on a ici une petite mosaïque de diversité naturelle sur un territoire densément urbanisé qu'est le territoire de la côte. Donc on a tout intérêt à conserver ce patrimoine pour les générations à venir. Il s'agit aussi d'assurer que le bois de chêne ne devient pas une île de nature dans un territoire qui se développe, mais qui conserve des liens évidemment pour la survie des espèces et les échanges entre espèces avec les autres milieux environnements, que ce soit dans le Jura, le lac ou à l'est ou à l'ouest du bois de chêne. La notion environnementale, la notion aussi de tourisme, la notion de développement durable, la notion d'économie d'énergie, enfin tout ça c'est un thème très transversal et je pense que le bois de chêne a sa place au cœur de ce dispositif qui légitime le Conseil régional à soutenir de manière logistique et aussi de manière financière ce magnifique projet de réhabilitation en fait, de ce magnifique site du bois de chêne. C'est un super objet d'Israël. Ce n'est pas le premier d'ailleurs où je suis responsable de le présenter au Conseil régional. Il y a eu la Maison des Vins, il y a les réseaux écologiques aussi qui sont ces nouveaux objets qui sont venus sur la table du Conseil régional au travers d'un financement d'Israël. Mais vous avez raison, le projet du bois de chêne est vraiment emblématique et central et je crois que tout le monde va tirer à la même corde. Donc le préavis, voilà, une fois que le cercle solidaire, porteur sera bien mis en place, nous pourrons préparer le préavis au conseil intercommunal. Moi j'ai l'espoir que ce sera cet automne, mais ça semble être un petit peu plus compliqué. Je pense qu'on vise plutôt le printemps. L'enveloppe, on n'a pas encore une idée très précise. Ce que je vais vous donner à titre confidentiel, bien entendu à la caméra, c'est une fourchette, je dirais, la part du cercle solidaire, je parle bien de la part du cercle solidaire, devrait se situer, je dirais, entre 300 et 600 000 francs. L'avenir s'annonce radieux. Oui, mais il y a encore quand même du travail. Le bois de chêne, c'est quand même quelques cailloux, quelques branches. On avance avec conviction et confiance. Disons qu'on prend le bon chemin du bois de chêne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Et je vous souhaite également un très bon week-end prolongé, si vous avez la chance d'en profiter. À bientôt.